Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, le Parisien qui vous propose aussi Crime Story, présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, et je vous invite à écouter une série exceptionnelle de Crime Story que nous venons de mettre en ligne, série consacrée au mystère de la tuerie de Chevaline. Les 6 épisodes sont disponibles dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, votre épisode de Code Source. On parle régulièrement du vice-président des États-Unis dans l'actualité. Le vendredi 28 mars, en visite au Groenland, il a fustigé le Danemark qui, selon lui, n'a pas assez investi dans cette île géante de l'Arctique. Un mois plus tôt, à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, c'est lui qui a été le plus dur face à l'Ukrainien Zelensky. Le 14 février, en Allemagne, à Munich, il avait sermonné les pays européens où, selon lui, la liberté d'expression est en recul. Barbe soignée, des yeux bleus électriques, J.D. Vance a 40 ans, issu d'une famille pauvre d'une petite ville de l'Ohio, il a fait l'armée, diplômé en droit de l'université de Yale, il est considéré comme un idéologue du camp conservateur. Sa valeur cardinale est la famille, il est farouchement anti-avortement. Très populaire chez les électeurs de Donald Trump, J.D. Vance est considéré comme son probable successeur. Portrait du vice-président américain avec Mehdi Bouzouina, correspondant du Parisien aux États-Unis. Il est basé à Austin, au Texas. J.D. Vance a 40 ans, il est marié, il a 3 enfants, il est né en 1984. Mehdi Bouzouina, décrivez-nous la région et la ville où il a grandi dans l'état de l'Ohio. Alors James David Vance est né à Middletown, c'est une petite ville industrielle en déclin de l'Ohio et en fait elle est typique de ce qu'on appelle la ceinture de la rouille, Rust Belt en anglais. C'est une région qui a été totalement dévastée par la désindustrialisation. Auparavant il y avait des usines de sidérurgie, aujourd'hui c'est une des régions les plus pauvres des États-Unis. Qu'est-ce que l'on sait de ses parents ? On sait que son père l'a abandonné et que c'est pour ça qu'il a pris le nom de sa mère, parce que normalement il devrait s'appeler James David Bowman. Sa mère, Beverly, elle souffre d'addiction, elle est toxicomane, addicte à l'héroïne et à l'alcool. Elle est absente, instable, elle multiplie les partenaires et elle a des gros problèmes de gestion d'argent. Il y a des scènes d'abus qu'il décrit, comme cette fois où il est coincé dans la voiture et elle appuie sur l'accélérateur et lui dit qu'ils vont mourir. Il y a aussi cette fois où elle le fait uriner dans un bocal parce qu'elle veut passer un test antidrogue. Elle le bat, elle utilise l'argent des autres. C'est vraiment une enfance très rude pour J.D. Vance, mais il faut quand même noter que c'est une enfance qui correspond à celle de beaucoup de jeunes Américains. J.D. Vance, finalement, est élevé par ses grands-parents maternels. Oui, il est élevé par 2 figures centrales dans sa vie que sont Memo, donc sa grand-mère, et Popo, son grand-père. C'est des piliers de son éducation, hein, c'est eux qui l'ont vraiment éduqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont démocrates. Memo, c'est une femme forte, autoritaire, qui va vraiment lui inculquer la discipline et l'importance de l'éducation. Elle va lui enseigner, et ça il le répète dans chaque discours, dans chaque meeting, que seul l'effort, la résilience, le travail peuvent lui permettre de sortir de cette situation difficile. C'est un personnage central de sa vie. Concernant ses ancêtres, ses origines, J.D. Vance fait partie de ce qu'on appelle les Scots-Irish. C'est quoi et pourquoi c'est important ? Les Scots-Irish, c'est des descendants des colons protestants qui viennent d'Écosse et d'Irlande du Nord. Et ils ont migré aux États-Unis au XVIIe et au XVIIIe siècle. En fait, ce qui est intéressant dans le cas de J.D. Vance, c'est que parmi les valeurs qu'il porte, il y a cette idée d'avoir un esprit indépendant et une méfiance vis-à-vis du gouvernement. C'est des populations qui ont été persécutées en Europe. Il y a une fierté du travail, notamment du travail manuel, et des valeurs familiales et traditionnelles très fortes. C'est des éléments qui vont clairement infuser dans la personnalité de J.D. Vance. Après le lycée, J.D. Vance s'engage dans l'armée. Il va servir 5 ans chez les Marines, dont un passage de 6 mois en Irak en 2005, quand il a 21 ans. À ce moment-là, J.D. Vance, il est sans véritable perspective et comme beaucoup d'Américains, l'armée, c'est une opportunité de sortir de son milieu. En Irak, il va découvrir une autre réalité que celle de Middletown, donc sa petite ville de l'Ohio, et il va développer une vision plus large du monde, il va se politiser. Il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas sur le terrain avec une arme dans les bras, il est au service communication des Marines. Après ça, grâce à une bourse de l'armée, il intègre l'université de Yale dans le Connecticut, sur la côte Est. C'est l'une des plus prisées du pays. J.D. Vance ne s'y sent pas vraiment à sa place.
Yale, c'est une des universités les plus prestigieuses. En droit, c'est même une université qui est considérée comme plus prestigieuse qu'Harvard. Il faut imaginer un jeune homme un peu perdu qui vient de sa petite ville rurale de l'Ohio, qui n'a pas du tout les codes d'une université aussi élitiste que Yale. Donc il va évidemment être confronté à cette élite dont il a beaucoup entendu parler à la télé, dans les médias, et il va se sentir étranger à cette élite-là. Il a l'impression de ne pas mériter sa place. C'est clairement un syndrome de l'imposteur qu'il ressent à ce moment-là. C'est un moment qui va le marquer, ce passage à Yale, et qui va créer en lui une forme de défiance vis-à-vis des élites politiques. Et pendant son parcours à Yale, il fait plusieurs rencontres déterminantes. Alors, il y a une première rencontre qui va changer la vie de J.D. Vance, c'est celle d'Usha Chulukhuri, qui est sa future femme. C'est une jeune femme qui est issue d'une famille indienne très éduquée, de la haute société indienne. Elle est brillante, elle est ambitieuse, elle voit en lui un talent certain, et c'est elle qui va l'aider à se structurer pour viser les plus hautes fonctions. Elle a évidemment une influence majeure d'un point de vue à la fois sentimental et aussi professionnel dans son parcours. Il y a une autre personnalité qui a un impact certain sur le parcours de J.D. Vance à ce moment-là, c'est Amy Chua, une professeure de droit à Yale. Elle devient sa mentor, elle l'aide à prendre confiance en lui et à s'intégrer dans un milieu dont il est totalement étranger. C'est aussi la mentor de sa compagne Usha. Et c'est aussi là, à Yale, qu'il rencontre l'homme d'affaires Peter Thiel, un milliardaire cofondateur de PayPal. Peter Thiel est à Yale pour une conférence face aux étudiants, et à la fin de la conférence, il discute avec J.D. Vance, et il y a une véritable connexion qui se crée à ce moment-là. J.D. Vance et Peter Thiel ne vont plus se quitter. J.D. Vance va rejoindre la Silicon Valley et travailler pour Mithril Capital, qui est le fonds d'investissement de Peter Thiel. Il vit désormais à San Francisco, il mène une vie de riche, il gagne beaucoup d'argent. On peut le dire à ce moment-là, J.D. Vance a changé de classe sociale. Et en 2016, quand il a 32 ans, J.D. Vance raconte son parcours, cette ascension sociale, dans un livre qui va devenir un best-seller. Mehdi Bouzouina, c'est quoi ce livre ? Le titre de ce livre, c'est Hillbilly Elegy, ce qu'on pourrait traduire par Complainte des Pecnos ou Complainte des Ploucs. C'est une autobiographie qui est un véritable best-seller. Et à l'intérieur, J.D. Vance raconte son ascension sociale. Il va parler de son enfance au fin fond de l'Ohio, dans l'Amérique profonde, des classes ouvrières blanches qui sont délaissées par l'État, la perte de l'espoir dans l'économie et dans la politique, l'impression que les élites sont déconnectées. Tout ça, en fait, il va le compiler dans un livre. Ce livre, c'est un manifeste de la classe ouvrière blanche, et il permet à J.D. Vance d'obtenir une notoriété nationale. Oui, parce qu'à partir de là, il devient ce qu'on appelle un bon client dans les médias, quelqu'un qui peut parler de l'Amérique profonde. On peut dire que c'est une voix des classes populaires blanches, oui. Il va multiplier les prises de parole et les chroniques dans différents médias, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, comme le New York Times. C'est devenu un personnage presque incontournable quand on veut évoquer les classes populaires blanches en Amérique. Contrairement aux apparences, je suis un outsider culturel. Je ne viens pas des élites, je ne viens pas du nord-est des États-Unis ou de San Francisco. J'ai grandi dans le sud de l'Ohio, dans une ville où la classe ouvrière est en grande difficulté, comme dans le reste du pays. Et à ce moment-là, quels sont les sujets, les combats qui lui tiennent à cœur ? À ce moment-là, les combats de J.D. Vance, c'est principalement la méritocratie, l'idée qu'il faut que tout un chacun puisse vivre une ascension sociale. Il va beaucoup insister sur la pauvreté très dure dans laquelle vivent les classes populaires américaines. On est à cette époque en plein cœur d'une crise des opioïdes très grave aux États-Unis. Donc ce sont ces drogues dérivées de l'opium qui font des ravages et qui tuent chaque année des milliers et des milliers d'Américains qui font des overdoses. J.D. Vance, il veut sensibiliser le grand public à ces enjeux-là. Au départ, un discours très social, donc il va ensuite basculer vers des positions beaucoup plus conservatrices. J.D. Vance a des positions de plus en plus conservatrices sur la famille. Il va, par exemple, considérer qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'a pas vraiment réussi sa vie. C'est quelqu'un qui se présente comme, je cite, 100% anti-avortement. C'est aussi une période où il se rapproche de la religion. En 2019, il va se convertir au catholicisme. Il était auparavant protestant, pas vraiment pratiquant. Et donc à 35 ans, il se fait baptiser catholique. En 2021, J.D. Vance se lance en politique. Il est candidat au poste de sénateur de l'Ohio, l'État où il a grandi et où il est revenu vivre. À cette période, il explique à un journaliste américain du Washington Post que quand on cherche à plaire à l'élite, à l'establishment, on ne dit rien d'intéressant. Expliquez-nous ça.
Il a cette phrase qu'il va dire à un journaliste où finalement il sous-entend que lorsque l'on veut séduire les élites politiques, il faut s'interdire de dire certaines choses. Donc en fait, il sous-entend qu'il y a de la bien-pensance parmi les élites. Il a cette phrase aussi où il va dire les élites dominantes de la société sont ennuyeuses, elles ne représentent pas la société et elles sont de pire en pire moralement en fait. Mehdi Bouzouina, à cette période, J.D. Vance change aussi physiquement. C'est pas quelque chose de rare de voir un candidat qui fait une transformation physique, mais celle de J.D. Vance est assez spectaculaire. Il avait un visage poupon, il avait de bonnes joues, il faisait très jeune, il était un peu enveloppé. Il commence à se mettre à la musculation, il abandonne ce look babyface pour citer les commentateurs américains, et il se laisse pousser une barbe fournie, ce qui est assez rare pour une personnalité politique aux États-Unis. À ce moment-là, il décide d'aller voir Donald Trump chez lui, en Floride, pour lui demander son soutien. D'abord, Mehdi Bouzouina, il faut expliquer que par le passé, J.D. Vance a dit beaucoup de mal de Donald Trump. C'était pendant son premier mandat de président. I'm a never Trump guy. I never liked him. J.D. Vance a été très dur à l'égard de Donald Trump. En 2016, lorsque le milliardaire fait campagne, il le compare à un possible Hitler américain. Il le voit comme une menace pour les institutions américaines. Il va multiplier les critiques, dire que Trump est un idiot, et il se dit « never Trumper », ce qui veut dire qu'il ne sera jamais un soutien de Trump. Il affirme publiquement qu'il ne peut pas le soutenir dans le cadre de l'élection de 2016, et il est même allé jusqu'à dire qu'il avait voté pour Hillary Clinton en se bouchant le nez. Et là, à ce moment-là, on est sous le mandat de Joe Biden. Donald Trump n'est plus président américain, mais J.D. Vance a bien compris qu'il a besoin de lui. Il se rend donc chez lui en Floride, à Mar-a-Lago. Qu'est-ce que l'on sait de cette rencontre ? J.D. Vance, il arrive à Mar-a-Lago accompagné de Peter Thiel, qui est le milliardaire qui le soutient dans sa campagne pour l'élection de sénateur de l'Ohio. Et il adopte un ton très humble vis-à-vis de Trump. Il cherche à l'amadouer. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Et il assure qu'il est maintenant un défenseur de la politique de Trump. Et d'un mot, Donald Trump s'amuse de ce moment où J.D. Vance a besoin de lui, alors qu'il l'avait beaucoup critiqué. Je crois qu'on peut le dire, à ce moment-là, Donald Trump savoure l'instant. Il dit à J.D. Vance « Tu as dit des trucs dégueulasses sur moi ». Et plus tard, il va dire de J.D. Vance qu'il lui lèche les bottes pour pouvoir obtenir son soutien pour l'investiture républicaine au sénatorial de l'Ohio. J.D. is kissing my ass. He wants my support. I'm 18 points up. If I was 18 points down, he wouldn't want my support. J.D. Vance devient sénateur de l'Ohio le 8 novembre 2022. C'est sa première expérience en politique. On fait un saut dans le temps. Le samedi 13 juillet 2024, Donald Trump est victime d'une tentative d'assassinat en Pennsylvanie. Une balle le touche à l'oreille. Quelques jours plus tard, le lundi, il désigne J.D. Vance comme colistier, comme son futur vice-président en cas de victoire à la présidentielle américaine. For Vice President, Senator J.D. Vance, now his running mate. Trump making his choice from a short list from 4 or 5 finalists in the end. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui était risqué de la part de Trump. Il prend un jeune sénateur populiste qui n'a pas véritablement fait ses preuves encore. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre là-dedans, dans ce choix, c'est que Donald Trump remercie sa base très conservatrice Make America Great Again, qui viennent pour la plupart de coins reculés des États-Unis et qui voient en J.D. Vance quelqu'un qui leur ressemble. Comment les gens réagissent à ce moment-là ? Alors moi j'étais à Milwaukee à la convention républicaine durant laquelle J.D. Vance a fait sa première prise de parole en tant que candidat à la vice-présidence. À Milwaukee, les gens étaient émerveillés, ils avaient vraiment l'impression de voir quelqu'un qui venait de leur propre village arriver à un poste aussi élevé. Pour les soutiens de Donald Trump, c'est touchant de voir quelqu'un qui leur ressemble arriver à être aux côtés de Donald Trump sur le ticket républicain. Pendant la campagne présidentielle, début septembre, Donald Trump et J.D. Vance relaient une rumeur qui concerne la population d'origine haïtienne de la ville de Springfield, dans l'Ohio. Cette rumeur accuse des Haïtiens de manger des chats et des chiens, allégation fausse, d'après la police locale et d'après le maire, qui est un républicain lui aussi. Mehdi Bouzouina, le 16 septembre, sur CNN, J.D. Vance assume le fait d'avoir relayé ces fausses infos. Alors on assiste à un moment de télé assez inédit, dans le sens où J.D. Vance reconnaît que cette histoire-là était peut-être fausse, mais il revendique de créer des histoires, je cite, pour capter l'attention des médias. Évidemment, ces rumeurs et ces histoires-là
sur les Haïtiens ont eu des conséquences graves. Il y a eu des menaces de bombes, des écoles fermées, une montée des tensions contre la communauté haïtienne de Springfield dans l'Ohio. Mais il assume totalement cette stratégie politique cynique. The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana, because en vérité, ce qu'il dit, c'est que il est prêt à créer des histoires afin de capter l'attention des médias pour parler de vraies problématiques qui touchent les Américains. Donald Trump est élu 47e président des États-Unis le 5 novembre. Il prête serment à Washington le 20 janvier. Décrivez-nous J.D. Vance ce jour-là. J.D. Vance est habillé sobrement. Il a un costume bleu marine, une chemise claire et une cravate rouge. I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. that I will support and defend. J.D. Vance est entouré de ses 3 enfants en bas âge. Il est aux côtés de sa femme Usha qui tient la Bible sur laquelle il prête serment. Sa femme n'arrive pas à arrêter de sourire et on sent que J.D. Vance est extrêmement fier d'être arrivé à la vice-présidence des États-Unis. Congratulations, Mr. Vice President. Dès les premières semaines du mandat de Donald Trump, J.D. Vance fait parler de lui. Le vendredi 14 février, le vice-président américain est en Allemagne, quelques jours avant les élections législatives du 23 février, et il prononce un discours à Munich dans lequel il accuse les grands pays européens de ne pas respecter la liberté de parole. Il va avoir des mots très durs à l'égard des Européens. Il va dire que il est impossible d'exprimer une opinion différente ou de voter différemment en Europe. Sous-entendu, l'extrême droite ne peut pas s'exprimer comme elle le voudrait ou gagner une élection comme elle le voudrait. Il va critiquer la bien-pensance des leaders européens et sous-entendre que finalement la liberté d'expression est en danger en Europe et qu'il faut la protéger pour protéger la démocratie. Pour l'Europe, la menace qui m'inquiète le plus n'est pas la Russie ni la Chine. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, ces valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune ? Et il soutient à l'occasion de cette visite le parti d'extrême droite allemand AfD. Le jeudi 27 février, le Premier ministre britannique Keir Starmer est à Washington, à la Maison-Blanche, et J.D. Vance lui fait des reproches. Rebelote, il a un peu le même ton qu'à Munich, il va jouer les gros bras, il se met en avant et il dit à nouveau que la liberté d'expression est menacée en Europe, et notamment en Grande-Bretagne. There have been infringements on free speech. Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, est un peu gêné parce qu'il est invité à la Maison-Blanche, donc il reste assez calme et il défend la liberté d'expression au Royaume-Uni. We've had free speech for a very, very long time in the United Kingdom, and it will last for a very, very long time. Cet échange va beaucoup être commenté dans la presse britannique, qui va être choquée par les mots durs employés par J.D. Vance. Mehdi Bouzouina, le lendemain, le 28 février, Donald Trump et J.D. Vance reçoivent à la Maison-Blanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est l'épisode du camouflet dans le bureau ovale infligé à l'Ukrainien. Quel est le rôle de J.D. Vance dans cet échange ? J.D. Vance joue un rôle de provocateur, de bad cop. Il multiplie les provocations et les attaques à l'égard de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky répond et se défend. Donald Trump défend son vice-président, mais c'est clairement J.D. Vance qui a mis le feu aux poudres. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Cet épisode entraîne des réactions très vives en Europe. On parle d'humiliation ou même de pièges tendus à Zelensky. Mehdi Bouzouina, au-delà de ces réactions, cet événement montre aussi que J.D. Vance veut que les États-Unis arrêtent de s'investir autant à l'étranger. Oui, J.D. Vance clairement souhaite que les États-Unis arrêtent de dépenser autant en Ukraine, par exemple. Mais c'est un double discours parce qu'il est un fervent défenseur de l'America First, l'Amérique d'abord, sous-entendu les affaires de l'Amérique avant celles du monde.
Et dans le même temps, il vient faire des leçons de liberté d'expression en Europe et s'investir dans des campagnes politiques en défendant certains candidats plus que d'autres. Donc il y a un peu une forme d'hypocrisie là-dedans. Le lundi 24 mars, le magazine américain The Atlantic publie un scoop. L'un de ses journalistes, son rédacteur en chef, a suivi à distance, suite à une erreur, des discussions confidentielles sur la messagerie Signal. Une discussion au sujet d'une attaque que préparaient les États-Unis au Yémen contre un groupe de rebelles chiites, les Houthis. Mehdi Bouzouina, dans cet article, au passage, on peut constater une nouvelle fois ce que J.D. Vance pense des dirigeants des principaux pays européens. Sur cette conversation Signal, il y a une discussion sur le danger des Houthis, des rebelles Houthis sur le trafic maritime et en fait ces bateaux européens qui transitent par la mer Rouge. Et l'idée, c'est que ces frappes vont aider indirectement les Européens. Et J.D. Vance a cette phrase où il dit « Je déteste devoir à nouveau aider l'Europe ». Mehdi Bouzouina, aujourd'hui, aux États-Unis, une partie des gens voient J.D. Vance comme un potentiel futur président américain ? Clairement, ce qu'on ressent depuis l'arrivée à la vice-présidence de J.D. Vance, c'est qu'il y a un vrai soutien de la base trumpiste à son égard. Il est devenu au fil des semaines le successeur logique de Donald Trump, qui en est déjà à son 2e mandat de président et qui ne pourra donc pas se représenter en 2028. Et ce n'est pas Elon Musk qui dira le contraire. Le 1er mars dernier, il avait tweeté son soutien total à l'égard de J.D. Vance face aux critiques des Européens et était même allé jusqu'à dire que ce serait le futur président en 2028. Merci à Mehdi Bouzouina. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grosis et Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un second podcast Crime Story, avec en ce moment une série exceptionnelle en 6 épisodes consacrée au mystère de la tuerie de Chevaline, série intitulée Les fantômes de Chevaline. Crime Story qui est présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.